L'algorithme de YouTube a récemment changé et la vulgarisation scientifique peine à être référencée. Alors si tu aimes mes vidéos, je t'invite à y mettre des pouces bleus et à les partager sur tes réseaux sociaux préférés. Ça permet de faire vivre la chaîne. Oh mais c'est quoi ça là? On n'y voit que dalle. Hey! Machin! Ouais! Allume les spots! Merci. Oh, c'est vrai que c'est un petit peu mieux pour tourner. Oui. Bon. C'est pas mal les spots, mais ça te défonce un peu la gueule, non? Ouais. Enfin, pas autant que la lumière du soleil. Bah quoi? Ça vous surprend? Eh, faut pas croire, hein. Le soleil, il peut être très dangereux. Il nous éclaire et permet à la vie de se développer, mais il peut aussi entrer dans des colères noires. Bah tiens, si je vous en parlais du coup. Aujourd'hui, nous allons parler de l'activité du soleil. Mais attention, il s'agit là de vulgarisation scientifique. Je vais devoir simplifier certaines choses, donc à tous les astrophysiciens qui regardent cette vidéo, vous m'excuserez. Nous avons vu dans l'épisode 4, sur les supernovae et la nébuleuse du crabe, que les étoiles sont en fait des gigantesques réacteurs nucléaires, un petit peu comme les noyaux des planètes d'ailleurs. Nous avons vu aussi que la stabilité d'une étoile dépend de sa masse. En gros, plus elle est grosse et massive, plus elle est instable et donc plus sa vie est courte. Enfin, courte, ça se compte quand même en millions d'années. Mais prenez par exemple l'étoile de Barnard. C'est une naine rouge qui se situe à environ 6 années-lumière de la Terre. Les naines rouges sont très petites. Elles font à peu près la taille de Jupiter et elles consomment leur carburant tellement lentement qu'elles peuvent vivre potentiellement des dizaines de milliards d'années. En ce qui nous concerne, dans environ 7 milliards d'années, le Soleil aura consommé tout son carburant, puis finira par mourir après avoir englouti Mercure, Vénus et peut-être la Terre. Et bien pendant ce temps-là, l'étoile de Barnard n'aura pratiquement pas changé. En revanche, toutes les étoiles ont un point commun. Elles ne consomment pas leur carburant de manière régulière. Il n'est pas rare que des tempêtes ou des orages solaires se forment à la surface des étoiles suite à une intensité supérieure à la normale. Et le Soleil n'y échappe pas. Notre étoile a même un cycle régulier où tous les 11 ans à peu près, se produit une éruption solaire. C'est une gigantesque expulsion de matière et de vent solaire à travers l'espace interplanétaire, pouvant durer quelques secondes, à quelques heures ou quelques jours entiers. Ces éruptions solaires peuvent être très dangereuses et ne sont pas sans conséquences sur notre planète. Bien sûr, le champ magnétique terrestre nous protège des hautes radiations solaires, mais les vents solaires interagissent avec la haute atmosphère de la Terre, ce qui provoque un événement que vous connaissez tous, les aurores polaires. Dans l'hémisphère nord, on les appelle les aurores boréales, et dans l'hémisphère sud, les aurores australes. Mais le terme de aurore polaire est universel. Ce sont de gigantesques traces colorées qui illuminent le ciel, dignes des plus belles peintures surréalistes. Les aurores boréales sont visibles proches des pôles parce que c'est là où les vents solaires interagissent le plus avec la haute atmosphère terrestre. Mais il est possible d'en apercevoir beaucoup plus bas vers l'équateur. Mais là, c'est un tout autre niveau d'intensité. Et c'est là que je vais vous raconter ma petite histoire habituelle. En 1859, l'astronome britannique Richard Christopher Carrington observe la surface du Soleil avec sa lunette spécialisée. Le 1er septembre, il observe une sorte de tache blanche à la surface du Soleil, suivie de plusieurs sursauts d'éclats lumineux. On savait d'ores et déjà que le Soleil possède un cycle d'activité intense régulier, mais pas à ce point-là. Richard Carrington a été le premier témoin d'une éruption solaire rapportée. Et non seulement c'est la première à rapporter, mais c'est aussi l'une des plus puissantes jamais connues par l'homme. En fait, la tempête s'est produite durant 2 jours, le 31 août et le 1er septembre. Mais c'est à partir du 2e jour qu'on s'est rendu compte ce que c'était réellement. Des aurores boréales ont été observées au sud de l'Europe et vers l'équateur, des régions où ces aurores sont extrêmement rares. Mais l'interaction des vents solaires avec la haute atmosphère terrestre provoque aussi des conséquences sur les installations électriques. Aux États-Unis, le réseau télégraphique a été complètement saturé et hors service. L'une des plus violentes éruptions solaires a eu lieu dans l'ère moderne et a en partie détruit la couche d'ozone. Il a fallu d'ailleurs à cette dernière plusieurs jours pour s'en remettre.
Cette éruption solaire n'a cependant pas servi à rien puisqu'elle nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'activité du Soleil. Cela nous a aussi permis de nous rendre compte de l'importance des éruptions solaires et le danger qu'elles peuvent représenter. Imaginez si un tel événement comme celui-ci ait eu lieu aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où la technologie numérique, informatique et électronique contrôle littéralement le monde et nos vies. Le système de réseau de satellites, les ordinateurs ou même Internet sont vulnérables aux interactions solaires. Le 23 juillet 2012, une éruption solaire équivalente à celle de 1859 fut observée à la surface du Soleil. 2 ans plus tard, jour pour jour, la NASA annonce que si jamais cette éruption avait touché la Terre, parce qu'on l'avait frôlée de justesse, ça aurait des conséquences catastrophiques sur nos installations. Et quand je dis catastrophique, on parle de centaines de milliards de dollars de dégâts. Bon, évidemment, si c'était juste une panne, on en réchapperait. Il y aurait des conséquences catastrophiques, mais ce serait pas la fin du monde non plus. Par contre, si cette panne s'avérerait définitive, sachant par exemple qu'Internet contrôle l'économie mondiale, ce serait littéralement la fin de notre civilisation telle qu'on la connaît. Ça fait peur, hein ? Aujourd'hui, le risque d'avoir un cataclysme pareil sur le champ magnétique terrestre et la haute atmosphère est très faible. Mais ça n'empêche pas les agences spatiales d'investir pour la recherche sur l'activité du Soleil et essayer de prévoir les éruptions solaires, un petit peu comme les tremblements de terre. Mais quoi qu'il en soit, le Soleil reste et restera toujours une source d'étonnement et de questionnement sur notre existence. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Évidemment, je n'ai pas abordé tous les sujets à propos des éruptions solaires, mais je vous ai déjà montré l'essentiel, en plus d'une petite histoire comme j'ai l'habitude de faire à présent. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. À bientôt!